Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue à vous tous qui êtes présents physiquement dans le salon Foch du Cercle Interallié. Bienvenue aussi à vous tous qui participez à cette conférence Procléro en visioconférence. Au nom du groupe Mescar et de la SICAF Procléro, je suis très heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour cette nouvelle conférence Procléro. Il y a 3 ou 4 ans, la plupart d'entre nous, nous ne savions pas ce qu'était le wokisme. Et si nous le savions, nous pouvions penser, voire espérer, que le wokisme resterait un phénomène américain de courte durée. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire comme si de rien n'était. Le wokisme est bien présent et vient impacter non seulement le monde de la culture, mais aussi celui de l'entreprise. Aussi est-il temps de nous informer pour mieux comprendre ce phénomène et en saisir la complexité et les impacts possibles. Une brillante journaliste, Anne de Guigné, a eu l'audace d'enquêter sur le wokisme dans l'entreprise et en a fait un livre éclairant intitulé « Le capitalisme woke » avec comme sous-titre « Quand l'entreprise dit le bien et le mal ». Nous sommes très heureux d'accueillir Anne de Guigné ce matin parmi nous. Anne de Guigné, je pense que vous la connaissez tous, diplômée de Sciences Po et de HEC, journaliste. Elle suit la politique économique française pour le Figaro depuis 2017. Elle a auparavant, toujours au Figaro, fidèle au Figaro, suivi la finance, puis la politique de l'emploi. Elle a été lauréate en 2021 du prix du meilleur article financier dans la catégorie Jeunes journalistes pour un article sur Balzac face à la révolution capitaliste, à lire. Elle est aujourd'hui grand reporter au Figaro. Merci, chère Anne, d'avoir accepté de nous partager le fruit de tes investigations sur ce thème, de plus en plus sensible dans le monde de l'entreprise et de la finance. L'influence du wokisme sur l'entreprise, quels enjeux, quels défis, c'est le thème de ta conférence. Nous nous réjouissons de t'écouter. À toi la parole. Merci beaucoup, don Pascal André. Merci de cette invitation. Merci à tous d'avoir eu la gentillesse et l'intérêt de venir aujourd'hui, surtout à ceux qui suivent en ligne. On a tous fait beaucoup de visio ces derniers mois et je sais que c'est pas toujours, voilà, ça peut parfois être un peu lassant. Donc écoutez, je ferai de mon mieux pour moi, voilà, pour vous rendre l'heure qu'on va passer ensemble la plus intéressante possible. Donc l'idée, peut-être pour revenir au départ de ce livre donc, que j'ai écrit il y a 1 an, que j'avais envoyé dans la foulée à don Pascal André, c'était en fait, moi j'étais, je pense comme vous tous, frappée par 2 mouvements concomitants. D'un côté, de voir les pubs de plus en plus moralisantes, de voir de plus en plus que pour vendre des biens ou des services, les entreprises avaient besoin de rajouter un espèce de supplément d'âme, des valeurs morales. Et notamment, j'avais été assez étonnée, je ne sais pas si, comme moi, vous commandez des Uber de temps en temps, et à un moment donné, quand on prenait son appli, c'était à l'hiver, pas cet hiver-là, l'hiver d'avant, il fallait remplir, il y avait un pop-up qui surgissait, et il fallait remplir des tas de promesses en disant « je promets de ne jamais dire une parole homophobe au stade, au restaurant, à la maison, avec mes amis, ma famille ». Alors évidemment qu'il ne faut pas dire de parole homophobe nulle part, mais je me suis dit, mais Uber, en plus, sachant qu'il faisait cette publicité, parce qu'il y avait eu beaucoup de cas de couples homosexuels qui avaient été maltraités par des chauffeurs Uber, et je m'étais dit, mais en fait, où on va, où Uber, pour essayer de nous inciter à prendre ces VTC, voilà, met en avant des valeurs qui sont importantes, enfin, un peu les valeurs les plus basiques de respect à donner à tous, pour inciter à vendre, pour nous inciter à utiliser ces services. Et je trouvais que c'était, et rassurez-vous, évidemment, si on ne cochait pas les cases, on pouvait quand même commander son VTC. Et ça m'a vraiment frappé de voir cette incursion, voilà, ce mélange marketing et valeurs d'un côté, qui je pense en fait est peut-être à court terme bon pour le marketing, mais sans doute pas sur le long terme, parce que les consommateurs ne sont pas idiots, et en tout cas, à mon sens, très dangereux pour les valeurs. Si vous utilisez toutes des tas de valeurs pour vendre, je pense que vous allez les abîmer.
Et donc, voilà, donc ce mélange marketing et valeurs qu'on va absolument partout va interpeller d'un côté, et de l'autre, un mouvement de défausse de l'État, où on voit que l'État, de plus en plus, confie aux entreprises des missions qui étaient régaliennes autrefois, aussi simples que la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude fiscale, même maintenant sous Hollande, vous avez eu tout un paquet de règles, même maintenant le respect des droits de l'homme partout sur la planète. Et donc je trouvais que ces deux mouvements concomitants faisaient qu'on arrivait dans un monde très troublé, où on ne sait plus trop qui est responsable de quoi. Tout le monde se défausse sur les suivants. Les entreprises rentrent en politique, rentrent sur le domaine moral. L'État leur confie, tout en essayant quand même de réguler le mouvement, leur confie de plus en plus de missions. Et évidemment, c'est là-dessus qu'arrive le phénomène du wokisme, puisque dans cet engagement politique et moral des entreprises, on va voir que récemment, ça tourne de plus en plus vers le wokisme. Donc c'est ce double mouvement qui fait que j'avais écrit pour Le Figaro un papier qui s'appelait, qui c'était le titre « Quand l'entreprise dit le bien et le mal ». J'étais frappée de voir que les normes étaient de plus en plus fixées par les entreprises, et notamment qui importent ces sujets américains. Et après, un éditeur m'avait demandé le bouquin, donc, qui est là. Donc, c'était un peu l'historique. Peut-être pour commencer notre topo, je pense qu'il faut se tourner vers les États-Unis, où c'est là où clairement les entreprises sont le plus en amont sur ces sujets politiques. On voit aujourd'hui que les patrons doivent se positionner sur tous les sujets sociétaux les plus clivants. Vous avez en ce moment le grand débat aux États-Unis, c'est sur l'avortement. Donc vous savez que chaque État maintenant donne un délai d'avortement différent. Vous avez des États qui sont très restrictifs, qui l'interdisent presque, des États qui au contraire permettent quasiment jusqu'à 9 mois. Et les patrons qui sont dans les États plus conservateurs, il y a une forte pression de la société civile, de leurs salariés, ça plusieurs patrons me l'ont raconté, pour leur dire vous devez payer un billet d'avion à vos salariés qui voudraient avorter, aller en Californie, où c'est le mieux disant. Et donc les patrons en fait doivent se positionner sur des sujets aussi difficiles, aussi sensibles, et dire écoutez, moi je pense que l'avortement, ce qui est juste, c'est 22 mois, je vous paie jusqu'à tel état le billet d'avion, pour moi c'est 22 mois, j'ai d'abord pardon, 22 semaines. Donc c'est vrai, donc les patrons américains sont interpellés en permanence sur des sujets extrêmement sensibles. C'est comme si aujourd'hui on demandait à tous les patrons de boîte, l'euthanasie, vous en pensez quoi? Et que chacun y allait de sa tribune. Moi, j'adore ce qui se passe en Belgique. Moi, un peu de soins palliatifs, mais quand même la méthode suisse. Donc, vraiment, il y a un sujet très fondamental aux États-Unis sur cette entrée en politique qu'on a vu notamment en Géorgie aussi, où il y avait une loi électorale. Le gouverneur a été élu sur un programme qui contenait ces lois électorales. Je vous fais simple. Grosso modo, lui, il disait qu'il voulait lutter contre les fraudes. Les démocrates ont déclaré que c'était une loi raciste, que les personnes noires voteraient moins en raison de cette loi, qui grosso modo demandait aux associations d'être plus loin des lieux de vote. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais vous avez toutes les entreprises, les grandes entreprises américaines qui se sont fendues de publicité pour dire que cette loi était une honte, qu'en effet elle était raciste. Le New York Times avait des pubs dans le New York Times, avec des articles qui citaient les quelques boîtes qui n'avaient pas pris position contre la loi. Et au final, d'ailleurs, la loi, a été maintenant est dans une espèce de no man's land juridique, n'a pas été adoptée. Donc vous voyez très clairement, vous avez aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez un triangle très clair qui définit l'intérêt général avec la politique, la société civile et les entreprises. Donc voilà, c'est plus, il y a un professeur des mines, Armand Actuel, qui parle d'un monde post-hegelien, donc ça fait très savant, mais l'idée simplement de dire qu'autrefois vous aviez l'État qui défendait l'intérêt général et la société civile où appartenait, la société civile où étaient les entreprises qui s'occupaient d'intérêts privés. Donc ce monde assez classique qu'on a tous en tête est terminé. Maintenant vous êtes dans un triangle où l'intérêt général est aussi défendu par les entreprises. Donc c'est ce qui se passe aux États-Unis vraiment très clairement tous les jours. Quand on lit la presse américaine, c'est assez impressionnant de voir les prises de parole des patrons. Et c'est ce qui arrive tout doucement en Europe. Alors évidemment, cette entrée dans la politique des entreprises, c'est là qu'on va arriver sur le wokisme, passe aux États-Unis, pendant les boîtes progressistes, par des prises de position de plus en plus liées à ce mouvement. Alors, il faut passer, ce serait que, donc Pascal André l'a dit, aucun de nous ne connaissait vraiment ce terme, à moins d'être passionné de politique américaine il y a quelques années. Et encore aujourd'hui, on a tous une idée un peu floue du wokisme, mais il y a quasiment autant de définitions
que de personnes qui écrivent ou qui parlent du wokisme. Donc voilà, je vous donne la mienne. Bon, déjà, au départ, il faut pas, voilà, au départ, on est tous woke dans le sens de l'idée, le but des premiers militants woke, c'est de lutter pour qu'il y ait plus de justice sociale, raciale. Je pense qu'aucun d'entre nous ici souhaite un monde plus injuste et compagnie. Donc il ne faut pas être bêtement militant anti-woke. Franchement, au départ, l'idée c'est une réflexion sur la justice sociale, et il y a des réflexions assez intéressantes de sociologues ou de philosophes américains sur le sujet. Le problème, à mon sens, c'est la manière avec laquelle ils veulent atteindre cet idéal de justice, qui est en fait une forme. En fait, vous mettez chacun sur une échelle de privilèges avec des critères assez simples, des critères et à votre couleur de peau, à votre orientation sexuelle et à votre sexe. Enfin, je dis sexe, mais ce qui est très choquant, il faut dire genre. Et donc chacun de ces critères vous classe sur l'échelle des privilèges. Et l'idée, c'est que vous allez essayer de réaliser une égalité des conditions en mettant les personnes qui sont les moins favorisées. Vous allez essayer de les pousser pour qu'ils aient autant de privilèges possibles que ceux que vous jugez les plus favorisés. Donc les plus favorisés, c'est très facile, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Là, il n'y a pas de débat parmi tous les grands penseurs du wokisme. Par contre, il y a des tonnes de débats que je vous épargne, de savoir est-ce que vous êtes plus défavorisé si vous êtes une femme, si vous êtes noir. Enfin, ça, voilà, il y a les fameuses luttes intersectionnelles et compagnie. Et voilà, donc là, il y a beaucoup de littérature. Si ça vous passionne, vous verrez les auteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant et dangereux pour moi, c'est que c'est une forme d'assignation à vos origines, et donc ça nie la possibilité de dire que où que vous soyez né, vous allez pouvoir accéder là où vous voulez. Mais dans la société doit vous aider. Si vous êtes né noir, vous êtes défavorisé. Il y a une part de vrai, hein, la sociologie le montre, mais avec une idée de vraiment vous regarder en permanence la personne selon ses critères. Et ce qui, évidemment, arriver dans l'entreprise pose d'immenses problèmes. L'entreprise, c'est quand même le lieu censé être la compétence est reconnue, et vous n'allez pas promouvoir quelqu'un en fonction de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle. Donc voilà. Et c'est ce qui arrive très clairement aux États-Unis. Vous avez plein d'exemples. Donc voilà, je vous passe le fait que notre mouvement est né dans les universités, prend beaucoup de place dans le débat politique, et les entreprises s'en sont emparées avec cette idée, au départ, pas toujours, parfois juste beaucoup de crainte de paraître trop conservateur, parfois des bons sentiments, mais vous voyez que c'est assez frappant, cette idée que vous allez réaliser la justice simplement en essayant de facto de mettre sur un pied d'égalité les personnes. Par ailleurs, et en évacuant par ailleurs toute la question sociale, qui pose évidemment, beaucoup de marxistes sont effrayés par le wokisme, parce qu'évidemment, c'est une idée que la diversité remplace l'égalité. Toute la question sociale est évacuée. Et vous avez aussi plein de littérature sur le petit blanc des quartiers populaires, qui du coup est vu comme le privilégié des privilégiés, alors que dans la réalité, voilà, il a largement autant de difficultés que les autres. Et donc, pour ne pas donner quelques exemples, vous avez des entreprises qui ont des groupes affinitaires selon la couleur de peau. Quand vous arrivez, ça a été très documenté chez Disney, le blanc, c'est le plus privilégié oppresseur. Donc lui, il n'a pas de groupe affinitaire, mais les autres, selon leur couleur de peau, on va leur suggérer d'aller dans le groupe pour les personnes, pour les noirs, pour les hispaniques, pour les personnes d'origine asiatique. Donc, ce qui semble un peu ahurissant chez nous, mais voilà, il y a un mouvement de fond. Vous avez un groupe aussi peu qui n'est pas un parangon de progressisme comme Lockheed Martin, qui organise des séminaires vraiment qui ressemblent beaucoup à de la rééducation pour les cadres blancs hétérosexuels, hauts cadres blancs hétérosexuels, hommes. Donc, on va tous envoyer sur 4 jours réfléchir à leurs privilèges et à être un peu moins oppresseurs dans leur vie quotidienne. Donc, vous avez plein d'exemples, plein de formations sur le privilège blanc. Beaucoup. Les entreprises, il y a un mouvement très profond sur ce sujet. Mais ce qui est plus intéressant, et à mon sens plus inquiétant, c'est que le Nasdaq a aussi, le Nasdaq s'est converti cette année, depuis juin. Pour être coté au Nasdaq, il faut que les membres du board comprennent 2 minorités. Il faut une personne qui se reconnaît de genre, pour le coup, il faut parler de genre, parce que c'est mouvant, de genre féminin. Donc les membres du board doivent chaque année remplir
remplir les tas de données. Donc, il faut dans votre board, vous avez une personne qui se dit de genre féminin, sachant que voilà, vous pouvez changer d'une année sur l'autre, et une personne de minorité sexuelle ou raciale. Donc, ça veut dire que chacun doit communiquer au Nasdaq son orientation sexuelle. Alors, vous avez 15 possibilités. Et donc ça, c'est officiellement aujourd'hui, pour être coté au Nasdaq, c'est la loi. Ce qui veut dire que sans doute que pour l'instant, il n'y a que le Nasdaq, mais avec la crainte que ça passe après, évidemment, à la SEC, la Bourse de Londres. Et quand le mouvement est lancé, après, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, en fait, des questions de fond derrière, qui sont éthiques, qui disent qu'en fait, l'identité intime des personnes devient un actif financier, en fait, puisque vous ne pouvez pas être coté si vous n'avez pas une personne de minorité de couleur ou d'orientation sexuelle. Donc voilà, ça pose quand même des problèmes assez vertigineux d'éthique, qui se retrouvent chez beaucoup de fonds justement responsables ou éthiques américains, qui affichent de plus en plus des demandes de ratio minimum de personnes de couleur ou de minorités sexuelles. Donc ils disent, voilà, moi je n'investirais que dans des boîtes qui ont minimum X% de minorités sexuelles, 40% de noirs. Donc voilà, derrière, voilà, il y a quand même des questions très vertigineuses de dire, voilà, pourquoi vous recrutez les gens, et puis après, quand vous regardez de près comment c'est fait, quand les gens vous demandent qui sont dans les entreprises, bah, vous demandez, quelqu'un me racontait encore, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans sa boîte, et donc il demande à des blancs de se déclarer comme noirs, enfin, des trucs complètement absurdes, pour essayer d'être bon dans les ratios. On arrive à des sujets comme ça, voilà, qui sont quand même assez vertigineux. Alors en Europe, on n'en est pas là. Hein. Je pense tous dans vos entreprises, vous sentez qu'il y a ce mouvement, ces questions. On n'en est évidemment pas là, parce qu'il y a des garde-fous, notamment en France, qui sont liés quand même à notre esprit universaliste, qui fait que vous ne demandez pas à quelqu'un dans votre entreprise son orientation sexuelle, et vous n'êtes pas censé faire des stats sur les couleurs de peau. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup que le sujet arrive, vous n'avez pas officiellement des conférences sur le privilège blanc, mais il y a de plus en plus de conférences contre le racisme, qui sont très proches des conférences américaines. Voilà, elles ne vont pas s'intituler, il y aura une levée de bouclier, une conférence qui s'intitulerait Réflexion sur le privilège blanc, mais voilà, il y a beaucoup de conférences qui se reprochent. Et vous avez une question très forte sur les sujets de genre qui arrivent, avec une douce pression de mettre de plus en plus dans vos signatures les pronoms. Et ces questions des pronoms, ça vient des sujets des personnes trans qui ont changé, qui peuvent avoir l'air d'un homme, mais se sentent femmes. Et donc, c'est toute une petite minorité de personnes, mais on voit qu'ils ont de plus en plus d'influence. Et en Europe, voilà, ces sujets arrivent très fort. Alors qu'en France, la France est vue du côté américain comme un lieu d'oppression, hein, en raison de quand même notre fond de philosophie universaliste, beaucoup de résistance en France. Hein, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre à paniquer. En France, il y a des vrais débats de fond, des boîtes qui ont des positionnements très différents. Moi, j'ai rencontré pas mal de patrons pour écrire mon livre. Et ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens qui font mieux, qui se déclarent très attachés au modèle universel, un peu pas du tout fans de ces matrices woke, bien conscients de la pauvreté, de cette notion de la justice qui serait uniquement, qui serait fondée sur 3 critères, mais en même temps qui essayent de naviguer au mieux pour pas avoir trop de problèmes avec les pressions en interne. Et puis beaucoup de sujets évidemment internationaux de concurrence avec les boîtes américaines. Beaucoup de sujets, le salarié machin est venu me demander tel et tel avantage, des toilettes neutres, je sais pas trop quoi. Chez notre grand concurrent, c'est le cas. Lui-même, on veut recruter des gens qui viennent des États-Unis, des Américains. Ils ont l'habitude de tel et tel critère, de tel et tel avantage. Il faut s'aligner un minimum. Voilà, dans la mondialisation, un jeu international. Donc, on voit qu'il y a des débats. Moi, je dirais que le jeu en France le jeu n'est pas fait, mais il y a des pressions très fortes, de la résistance aussi, des tentatives de trouver un terrain d'entente. Mais vous voyez que les entreprises, les grandes entreprises internationales, subissent très forte la pression des actionnaires. Notamment, moi j'ai été frappée lors de la présentation, par exemple, des résultats
de Sanofi, c'était pas l'été dernier, celui d'avant, donc ça fait déjà quasiment 18 mois. Donc Sanofi, très présent sur le marché américain, une boîte française, mais dont les intérêts sont largement aux États-Unis. Vous aviez la deuxième slide, c'était d'abord résultats financiers, et dès la deuxième slide, vous aviez le pourcentage de personnes noires aux États-Unis. Donc qui est vu, et c'est là une fois de plus que ça pose quand même des questions éthiques, qui est vu donc comme un actif financier, qui est montré, c'était une conférence pour les journalistes et les investisseurs, et les analystes, donc qui parlent aux investisseurs, et c'est vraiment vu comme un actif financier important. Donc voilà, et c'est là-dessus, en fait, c'est par ce biais-là, on voit que l'Europe a du mal à, voilà, est un peu est sous pression par le biais des actionnaires américains et évidemment des investisseurs qui notent, qui attendent toujours, qui demandent, pour l'instant, ce qu'on m'a raconté, les investisseurs demandent énormément de données sur l'orientation des investisseurs d'entreprises américains, d'entreprises françaises, sur l'orientation sexuelle, sur la couleur de peau. Vous pouvez répondre gentiment, c'est interdit chez nous, désolé. Par contre, nous avons des tas de jeunes, des tas de vieux, et ça passe. Bon. Mais de plus en plus, la pression augmente. Et après, il faut aussi voir, nous, on est très... c'est sûr que dans notre culture française, l'idée de... Voilà, l'idée quand même d'avoir une liste des personnes homosexuelles dans l'entreprise, ça semble assez effrayant. Il faut voir que les Américains, eux, sont complètement effrayés par nos quotas de personnes handicapées. Eux, ils trouvent que c'est vraiment la fin de la civilisation de classer les gens entre bien portants et handicapés. Bon, ce qui est pas non plus... Voilà, c'est vrai que nous, on est très fiers de dire qu'il faut... et par des quotas, on va mettre les personnes... Donc, c'est intéressant aussi d'avoir leur regard. On est les seuls pays à faire ça. Et c'est vrai que les investisseurs, eux, ils trouvent ça complètement fou. Donc c'est assez... Voilà, petite parenthèse, mais qui est intéressante. Alors, attendez. Et alors, peut-être, juste pour prendre un pas de recul, d'où vient cette montée en puissance récente des entreprises en politique? Donc, on voit bien que les entreprises, elles sont dans la société. Donc, le fait de rentrer dans les thèses, dans les thèses woke, c'est simplement, voilà, ça suit le mouvement, donc le wokisme qui est arrivé depuis, au départ en gestation depuis 10 ans, et puis très fortement dans la société américaine depuis 4-5 ans. Mais de façon plus globale, moi, je crois qu'il y a quand même depuis environ 2010, il y a quand même eu deux grands événements qui expliquent cette nouvelle demande envers les entreprises, qui est évidemment d'abord la crise financière de 2008, qui a montré à quel point un manque de régulation, où nous amenait un manque de régulation et les limites d'un capitalisme mal régulé, et qui a donné beaucoup d'eau au moulin de tous ceux qui prenaient une vision d'un capitalisme plus responsable. Alors, moi, le but de ma conférence, c'est pas du tout, d'ailleurs, c'est pas ici qu'on va dénoncer le capitalisme plus responsable. Je crois que c'est quand même l'idée, la réflexion de fond de Procléro. Et ça, c'est intéressant. Évidemment, c'est intéressant dans cette montée en puissance de l'ESG, de savoir et c'est là où ça rejoint les réflexions de Don Pascal André. Mais qu'est-ce qu'un capitalisme plus responsable? Et on voit le tournant vers l'entrée en politique va donner lieu aussi à l'adhésion à beaucoup. Voilà, c'est de toutes parts, et notamment cette entrée en politique et cette forme d'adhésion au wokisme. Et après, il y a une loi américaine qui est importante, qui est en 2010. Et en fait, aujourd'hui, les républicains ont beau jeu de s'effrayer de l'entrisme des entreprises, mais il faut savoir que c'est eux qui l'ont demandé. En 2010, ils ont demandé que les entreprises aient le droit de financer directement les entreprises avaient le droit de financer directement les politiques. C'est Theodore Roosevelt qui l'avait interdit dans les années 20. Et en fait, sous Obama, mais à la demande des républicains, Obama ne le voulait pas, sous Obama, on casse cette interdiction de Roosevelt et les entreprises peuvent financer directement les campagnes. Et c'est vrai qu'on les comprend. Quitte à financer les campagnes, elles vont de plus en plus rentrer en politique, donner leur avis, appeler à boycotter telle loi. Donc ça, c'est quand même un mouvement important qu'on ne connaît pas forcément assez en Europe, mais je pense le fait d'avoir levé cette interdiction prudente de Roosevelt, avant les entreprises pouvaient financer, il y avait des intermédiaires. Et maintenant, directement, l'entreprise peut financer les partis, aller directement dans les campagnes. Et c'est vrai qu'il y a eu ces deux mouvements parallèles, montée en puissance des réflexions sur l'entreprise responsable, avec beaucoup de biens et puis pas mal d'excès aussi.
et puis le fait qu'on dise aux entreprises, bah, allez-y, financez directement la politique. Donc, qui a fait que les deux mouvements se sont bien, voilà, ces deux mouvements se sont croisés, et on arrive à ce monde actuel où tout est assez emmêlé. Vous avez vraiment, en France, on sait encore, voilà, on sait encore qui fixe à peu près la loi. Mais aux États-Unis, c'est très impressionnant. Vous voyez l'évolution d'une loi, les interventions des entreprises peuvent vraiment faire casser des lois. Si on prend juste un petit peu plus de recul, on ne va pas faire l'histoire des relations entreprises politiques depuis les Romains, mais on voit que c'est quand même une nouveauté, parce que de tout temps, on voit de tout temps, en fait, la sphère productive a été très proche de la politique. Tout le Moyen-Âge, toute l'époque moderne, vous aviez la sphère productive était liée au seigneur local ou au roi. Vous avez des très grandes entreprises qui battent monnaie et qui ont des armées. Dès le début du XVIIe, ce sont les fameuses compagnies des Indes. Mais donc souvent on dit, voilà, Facebook, je ne sais pas si vous avez lu un peu des livres là-dessus, sur les nouvelles méga-entreprises. Très souvent, vous avez une comparaison avec les compagnies des Indes du début du XVIIe. Et c'est vrai que ça ressemble pas mal. Donc elles ont leur propre armée pour défendre leurs intérêts, elles battent monnaie. Vous avez la compagnie anglaise, néerlandaise, française des Indes, mais à la grande différence, elles sont toujours liées à un État. Et à un moment donné, elles existent par décret royal. Et à un moment donné, quand la puissance politique siffle la fin de la partie, voilà, l'entreprise suit et elle défend toujours les intérêts de son État. Donc l'entreprise évolue. En fait, les deux sphères productives et sphère politique commencent à se dissocier avec la révolution industrielle. C'est tout simplement pour lever des capitaux, il va falloir rassurer les actionnaires. C'est là que vous avez la création de la société anonyme qui permet de drainer du capital pour essayer de limiter la responsabilité de l'actionnaire, et ce qui va peu à peu éloigner l'entreprise de l'État. Si vous avez au départ, l'entreprise dépend de l'État ou du seigneur, mais peu à peu, pour financer toutes les innovations de la révolution industrielle, vous voyez bien qu'il va falloir un peu élargir le champ des actionnaires, et donc pour encourager les personnes qui ont de l'argent à l'époque de sortir grosso modo simplement de la pierre ou du bois, vont être inventées ces nouvelles structures capitalistes, donc, ce qui lance un peu l'entreprise moderne, et ça la lance avec l'idée que les actionnaires ont leur propre intérêt. Et vous voyez, mais pendant des années, c'est assez intéressant. Donc c'est la fameuse SA qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, le droit d'ouvrir une SA est attribué au compte-gouttes par le ministère de l'économie. Parce que chaque fois, il faut que la SA en question suive les intérêts de l'État. Donc vous avez beaucoup de SA à l'époque, tout le 19e, beaucoup de SA pour s'occuper des chemins de fer, pour s'occuper des produits agricoles dans les colonies, mais toujours quand même qu'il y a un lien avec l'intérêt général de l'État. Donc vous avez ça, et vous avez à ce moment-là aussi un moment très intéressant. Donc voilà, le 19e, c'est le début du capitalisme, donc on voit que les deux sphères se regardent, essayent de trouver un point d'équilibre, et vous avez en France notamment la figure du patron paternalisme, qui présente un espèce de moment très inédit où en fait on trouve un point d'équilibre assez étonnant, où le patron est très souvent député ou sénateur des lieux du territoire de son usine, et en fait l'État quelque part lui demande d'assurer à la fois la paix politique et sociale sur place, tout en lui donnant les clés, tout en disant tout en le donnant responsable de l'usine. Et vous voyez les enquêtes, tous les grands patrons industriels du 19e ont quasiment toujours une fonction politique. Donc ça, c'est un moment assez inédit, où quelque part cette tension qui va remonter ensuite très fort entre politique et capitalisme trouve une espèce de point d'équilibre, en France comme ça, qui marche un temps, mais qui va ensuite évidemment heurter la logique démocratique de dire que le patron soit en plus forcément toujours maire ou député. Mais c'est assez intéressant à la fin du 19e, ça marche à peu près. C'est ce moment étonnant ce moment étonnant où il y a une forme d'équilibre entre la tension qui se trouve. Après la guerre, les entreprises grandissent. Dès le début du XXe, vous avez tous les États qui tentent, chacun à leur manière, un peu d'essayer, qui voient ces grandes entreprises prospérer, leur échapper, qui prennent un peur. Et vous avez tous les États qui tentent, chacun à leur manière, donc, de trouver un modus vivendi. Vous avez aux États-Unis où les entreprises sont scindées en deux, tout simplement. L'Allemagne qui développe la cogestion à tout va, et la France qui privatise, chacun sa méthode. Mais c'est amusant de voir la sphère politique qui a
pris un peu de vertige en voyant ces grandes entreprises prospérer, voilà, qui tentent de se rattraper. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, ils ont tous réalisé que les très grandes entreprises, on ne peut plus tenir sous coupe une très grande entreprise internationale. Mais au début du XXe, c'est intéressant de voir qu'il y a une tentative de la politique de garder la mainmise qui aujourd'hui très clairement ne fonctionne plus. Et c'est la réalité, c'est ni un bien ni un mal. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on est arrivé à un moment avec ces très grandes entreprises internationales qui, pour revenir aux questions de wokisme, qui ont tendance à fixer la norme, et dans notre cas, évidemment, en s'appuyant plutôt sur la culture anglo-saxonne. Je pense qu'on arrive à un point, d'ailleurs vous avez le dernier livre de Fukuyama là, qui vient d'être, il y a les bonnes feuilles dans l'Express, enfin, je ne fais pas que je fasse la pub pour mes concurrents, mais les bonnes feuilles dans l'Express cette semaine, où c'est intéressant, on voit que on arrive à un point quand même tous les libéraux heureux qui pensaient qu'il pouvait y avoir que libéralisme et démocratie allaient pas à pas se conforter pour arriver vers un certain monde paisible. Voilà, cette thèse-là est vraiment morte. Donc vous aviez c'était la vision un peu de Friedman ou de Raymond Aron en France. Plus personne n'y adhère. Et d'ailleurs, vous avez le dernier livre de Fukuyama, Fukuyama qui avait prôné la fin de l'histoire, le montre bien. Il est très critique sur cette nouvelle tension entre le libéralisme et la démocratie. Vous avez l'éditorialiste du FT aussi qui a sorti un livre, là, Martin Wolf, qui est en anglais pour l'instant, qui n'est pas traduit, qui est intéressant aussi. Donc, et tout ça, ce sont des libéraux, ce sont vraiment des libéraux. On voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde il y a quand même un consensus assez grand pour démontrer qu'il y a quand même un sujet de souveraineté important et des questions, et savoir, c'est un peu l'enjeu de la période actuelle, comment la démocratie se réorganise par rapport à ces grandes entreprises. Et vous avez des questions très simples. Par exemple, moi, c'était un des sujets qui m'avait interpellé aussi au départ. Par exemple, la question sensible chez nous, évidemment, de la GPA. Vous voyez qu'aujourd'hui, quasiment toutes les boîtes du CAC, pas toutes, mais la majorité du CAC 40 font des congés pour la GPA, parce que c'est le cas aux États-Unis. Et donc, il y a une forme d'homogénéisation des droits pour les grandes boîtes internationales, et c'est très compliqué que vous avez des salariés que vous avez pris dans la boîte à côté, chez votre concurrent, de leur dire non, vous n'aurez pas votre congé. Donc les boîtes s'alignent sur les normes internationales. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet. Moi, c'est un sujet qui m'avait interpellé, ça note sur le sujet de la GPA. Ce serait que nous, on n'a pas eu de débat au Parlement. C'est un sujet qui va arriver en France, mais on se dit, déjà, tout le monde critique suffisamment la démocratie représentative. Si en plus les normes arrivent hors débat au Parlement par les entreprises, là on est vraiment dans des sujets de souveraineté importants. Et vous avez sur des sujets aussi très importants par les entreprises de technologie, la question de la liberté d'expression. Vous savez, par exemple, il y a énormément de sujets de souveraineté, mais c'est un autre exemple. Depuis 2 siècles, aux États-Unis et en France, on n'a pas la même définition de la liberté d'expression. Aux États-Unis, c'est le premier amendement. Grosso modo, vous pouvez dire ce que vous voulez. En France, vous avez quand même un bémol. C'est dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous dites ce que vous voulez tant que vous ne dépassez pas certaines limites. Et en fait, c'est des cultures démocratiques différentes. Et je pense qu'en France, on n'est pas non plus un pays où on ne peut rien dire. Mais depuis 2 siècles, comme ça, vous avez ces 2 cultures, de 2 côtés de l'Atlantique, qui correspondent à des histoires différentes. Et aujourd'hui, il faut quand même être clair que ce sont les GAFA qui définissent la liberté d'expression. Et donc, qui partout. Franchement, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que Elon Musk est un meilleur actionnaire que les précédents chez Twitter. En tout cas, ce qui est assez vertigineux, c'est de voir que ce sont les actionnaires de Twitter, de Facebook, qui définissent dans tout le monde occidental les limites de la liberté d'expression. Avec évidemment des côtés, avec des heurts. Par exemple, c'était avec les derniers actionnaires, donc pas Elon Musk, les précédents, un sénateur avait tweeté sur le fait qu'il y avait une femme voilée dans sa circonscription. C'était un tweet un peu vigoureux, mais qui n'avait rien d'insultant. Et il avait été avec photo et tweet exaspéré, et franchement pas insultant. Et Twitter et son compte avait été fermé. Donc, il parlait d'une loi française, de la République française. Et pour Twitter, ça avait été jugé comme un tweet raciste.
Donc ça, c'était les précédents. Et Elon Musk pose d'autres problèmes. Quand on voit qu'il a voulu sortir les journalistes qu'il avait critiqués de Twitter, c'est pas non plus fabuleux. Donc voilà, mais en tout cas, c'est sur les questions de souveraineté politique. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent. Et voilà, je t'en ai donné deux, mais il y en a beaucoup d'autres. Et la liberté d'expression n'est pas la dernière. Et ce qui est amusant, c'est qu'on arrive avec ces grandes boîtes aujourd'hui, donc voilà, comme ces grandes boîtes des nouvelles technologies qui sont si puissantes, auxquelles beaucoup de monde font confiance. Vous allez bientôt avoir Apple qui devient une banque, une assurance, qui peuvent vraiment gérer, qui peuvent vraiment organiser la cité. En fait, ça ressemble pas mal à ce que décrivait Saint-Simon. Vous savez, Saint-Simon, pas le mémorialiste de Louis XIV, mais Claude-Henri de Saint-Simon, je crois que c'est son petit-neveu, lui qui a vécu une période politique encore 10 fois plus agitée que la nôtre, puisqu'il a eu la Révolution française, puis Napoléon, la Restauration. Enfin, bon, il a jugé de tout ça qu'on ne peut pas confier à la politique la responsabilité d'organiser la vie du pays. Et en même temps, il voit à ce moment-là les entreprises industrielles commencer à se déployer. Et il est fasciné par cette industrie qui naît, ces entreprises solides, ces dirigeants clairvoyants. Et il trouve par ailleurs que le christianisme est un peu dépassé. Donc il se dit qu'il faudrait fonder une nouvelle religion un peu plus moderne. Et il fonde le nouveau christianisme. Donc, nouveau christianisme où en fait ceux qui seraient chargés de la fraternité sont les entreprises, les industriels. Donc c'est assez étonnant. Et lire Saint-Simon aujourd'hui, c'est assez fascinant. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut lire. Bon, aujourd'hui, les patrons des GAFA n'appellent pas ça le nouveau christianisme, mais il y a quand même cette idée de donner la responsabilité de la fraternité à des grandes entreprises qui sont très séduisantes par beaucoup d'aspects. Et voilà, parce que la politique, constat d'échec, Saint-Simon, c'est comme ça de Saint-Simon. Et donc pour lui, même l'industrie apporterait le bonheur au monde. Donc c'est assez intéressant de voir. Et ce qui montre aussi que c'est aussi une vieille idée, l'idée qu'on peut confier aux entreprises le soin de la cité. Et on voit, et ce qui le conforte, c'est que les jeunes aujourd'hui, on le voit, tous les sondages de sortie d'école les sondages sont très impressionnants quand on leur demande déjà pourquoi ils choisiraient une entreprise. C'est beaucoup pour leur prise de position. Et puis, à qui, s'ils veulent porter des convictions, notamment beaucoup de convictions écologiques ou justement de justice sociale, ils préfèrent largement, ils font beaucoup plus confiance aux entreprises qu'aux politiques. Donc il y a un mouvement assez général chez les jeunes générations, en tout cas, on voit que la politique est bien malmenée et qu'il y a vraiment une confiance envers les entreprises pour s'occuper de ces questions de justice, d'écologie, tous ces vastes défis qui, c'est vrai, dépassent pas mal les États. Mais voilà, ça pose ce qui pose comme là, de nouveau des questions, on a vu, bien vertigineuses de coordination entre l'entreprise et la démocratie. Mais les jeunes, et c'est vrai que les sondages, regardez les sondages en qui ont confiance les jeunes, c'est très impressionnant. Mais cela dit, on peut aussi les comprendre dans la mesure où les grandes institutions qui organisaient le débat idéologique se sont quand même largement toutes effacées. Et c'est vrai que demeure beaucoup debout l'entreprise. Et les jeunes, c'est facile de dire qu'ils n'ont plus autant, je pense qu'ils n'ont toujours autant d'idéal, mais ils ne voient que l'entreprise. Et il faut reconnaître que les grandes institutions, qu'est-ce que c'était? Les partis politiques. Aujourd'hui, le parti du président, c'est pas un parti politique, c'est un think tank, des gens très brillants qui réfléchissent sur la vie, mais ça n'a rien du parti politique de militants d'autrefois. Les syndicats, on en entend pas mal parler en ce moment, mais c'est plus du tout la vie syndicale d'autrefois. Et même là aujourd'hui, donc Pascal André est en train d'inverser la tendance avec ses conférences. Mais c'est vrai que les églises organisaient beaucoup le débat. L'église catholique, on est en France, l'église, et aujourd'hui, honnêtement, est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Et donc, dans ce paysage où toutes les grandes institutions sont très malmenées, reste debout l'entreprise, qui fait que c'est assez impressionnant. On regarde les questionnaires de sortie d'école des futurs cadres. Tous ceux qui ont des messages à porter, un idéal,
pensent que c'est auprès de l'entreprise qu'il faut se tourner. Enfin, il y a très majoritairement. Et du côté des consommateurs, on voit aussi arriver ce mouvement de la carte bleue qui se transforme du bulletin de vote, qui devient un peu une carte bleue. Vous avez aux États-Unis très fort, vous avez des restaurants où vont les démocrates, d'autres où vont les républicains. On n'en est pas là en Europe, mais vous voyez de plus en plus quand même l'idée telle boîte est plus à gauche, telle boîte est plus à droite. Et ça, voilà, donc ça participe quand même on voit vraiment, ça participe beaucoup à la polarisation du monde. Enfin, voilà, cette entrée de l'entreprise en politique. Et parce qu'on voit jusqu'à il y a, je dirais, il y a 2-3 ans, la polarisation du monde, c'était quelque chose de très... Voilà, tous les sociologues le montrent, on est tous de plus en plus, chacun dans des ghettos. Les interférences font que chacun tend de plus en plus à être dans des mondes assez clos, mais l'entreprise restait un lieu justement de vrai mélange où les gens se rencontraient en fonction de leurs compétences pour un objectif commun. Et c'est vrai que l'entreprise soit rattrapée par cette polarisation très politique est assez inquiétante. Et l'entrée sur les sujets woke en fait partie. Aux États-Unis, c'est très impressionnant en un an comme le sujet a évolué. Vous aviez aujourd'hui, vous avez en réponse aux entreprises woke, des entreprises qui sont très républicaines autour de la sphère Trump, mais qui sont militantes de valeurs traditionnelles. Et au départ, vous aviez grosso modo les entreprises, soit elles étaient neutres, soit plutôt progressistes. Et là, vous avez un retour de bâton où les entreprises rentrent dans le combat à leur tour. Et moi, c'est vrai que je n'avais pas du tout écrit ce livre pour rappeler de mes voeux des belles entreprises conservatrices qui répondent aux entreprises woke. Je pense que c'est très dangereux que le débat politique rentre à ce point dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous aviez par exemple Exxon, c'était intéressant, en juin dernier, lors de la dernière semaine contre l'homophobie, qui a dit, écoutez, moi j'en ai ras-le-bol de tous ces trucs, on fera rien. Mais qui s'est exprimé comme ça, de façon très dure. Et c'était quand même, avant Exxon, il faisait rien. Et vous voyez, autour de Trump, monte quand même donc un espèce d'équilibre entre des entreprises de plus en plus progressistes et en face d'autres entreprises sur les sujets d'écologie. Des fonds qui disent qu'ils n'investiront pas dans des boîtes qui se préoccupent de la décarbonation. Donc vous avez donc ça c'est quand même assez... et ça c'est vraiment depuis un an, de plus en plus de prises de parole très décontractées sur l'écologie. C'est assez impressionnant de fonds liés aux sphères conservatrices. Vous avez par exemple le fonds du Texas qui a dit qu'il n'investirait plus chez BNP. BNP qui ne semble pas non plus le parangon de la boîte la plus à fond sur les sujets de transition énergétique, mais ils la voient comme beaucoup trop impliqués dans ces sujets, et donc ils n'investiront pas là. Donc ça c'est depuis un an. Donc, voilà. En France, je pense qu'on peut se dire nous on en est au stade où on voit arriver le mouvement woke, on en est avec de la résistance. On n'a pas encore le mouvement de contre-réforme qui arrive par derrière, mais le déroulé américain est quand même assez effrayant. Et la question, en fait, la vraie question, la seule question, c'est de savoir comment on fait pour éviter ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment à Bruxelles, vous avez des réflexions sur, pas des réflexions d'ailleurs, c'est plus que des réflexions. Ils sont en train de terminer la directive sur les normes extra-financières, qui est vraiment précisément sur ces sujets, de savoir grosso modo comment définir une entreprise responsable. Et au départ, il y avait quand même une belle ambition de se dire qu'on allait pouvoir définir l'entreprise européenne. Enfin, si on fait vraiment très simple, c'est l'entreprise responsable européenne, c'est avant tout le social. L'américaine, c'est avec le sociétal, et l'européenne. Et au départ, il y a eu cette idée de dire justement, vous savez, les normes comptables, il y a eu plein de débats en disant que l'Europe n'a pas réussi à avoir ses propres normes, donc a suivi les normes anglo-saxonnes. Et là, il y avait une belle ambition en Europe de dire, là, on ne va pas une deuxième fois se faire avoir, on va avoir
l'Europe est capable d'avoir ses propres normes extra-financières, sa définition d'une entreprise responsable. Et d'autant plus qu'on n'a vraiment pas à en rougir en Europe des réflexions sur le capitalisme. Voilà, enfin, en France, il y a il y a quand même toute la culture du capitalisme chrétien. Vous avez l'ordolibéralisme allemand qui est quand même très important, qui est un sujet qui est très, très à la pointe de ces questions de libéralisme, de capitalisme responsable. Vous avez toutes les traditions d'Europe du Nord sur un capitalisme social, avec tous ces sujets, voilà, toutes les questions aussi du mutualisme. Enfin, bref, il y a énormément en Europe, il y a eu depuis le 19e siècle beaucoup de réflexions pour savoir qu'est-ce qu'un capitalisme responsable. Et ça semble pas totalement fou de dire que l'Europe va être capable de se mettre d'accord sur quelques règles, voilà, et notamment pour préserver son modèle social. Mais quand on regarde ce qui se passe, c'est en fait beaucoup plus compliqué que prévu. Et notamment, il y a eu un moment donné, donc vous savez, avant que le draft final soit prêt, il y a plusieurs brouillons intermédiaires qui peuvent être publiés. Il y a eu notamment de ces réflexions pour savoir ces futures normes du capitalisme responsable. Et notamment, il y a eu un brouillon qui est sorti, la France s'y est opposée, c'était une partie de la loi qui s'occupait justement, qui réfléchissait sur qu'est-ce qu'un employeur responsable, et avec cette idée qu'il fallait des quotas de personnes de minorités sexuelles et de couleur de peau. Donc c'était Paris a mis son veto, mais en fait, on voit que malheureusement, cette culture européenne, on se dit voilà, pour le coup, on sait tous, on voit bien que c'est compliqué en ce moment d'avancer l'Union européenne, mais là-dessus, sur cette culture commune, il y a des nuances entre l'ordolibéralisme allemand, la vision française, mais il y a quand même un fond commun très fort d'une vision sociale du capitalisme, inspirée en grande partie de la doctrine chrétienne de l'Église. Et on voit que malheureusement, c'est très compliqué et je crains que cette directive, je pense que aujourd'hui l'idée qu'il faut des quotas de minorités ne passera pas, mais il y a quand même eu un moment donné où, en tout cas, il y a eu une majorité, il y a un brouillon qui est apparu à un moment donné, et ça, j'avais parlé à Bercy, et ils me disaient non, mais ça, il en est hors de question, c'est vrai que ce serait quand même un bouleversement complet, mais c'est pour ça que, voilà, moi très honnêtement, humblement, je ne sais pas où on va, parce que je vois à la fois beaucoup quand même j'ai parlé à pas mal de patrons du CAC pour mon bouquin, et j'ai vu aucun militant woke, que tout le monde quand même a une grande réflexion, beaucoup d'adhésion au modèle universaliste. Mais quand on voit en ce moment la loi, comment ces questions, comment elle est en train d'évoluer, les débats en ce moment à Bruxelles, beaucoup rendent moins optimistes. Donc c'est vraiment, je pense que ce sont les enjeux du moment, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile de répondre à la question qu'est-ce qu'une entreprise responsable ou sociale en faisant des quotas et en disant si vous avez 15% de telle minorité et 15% de quelle autre, vous êtes bien. C'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup plus simple que de vraiment lutter contre les discriminations, service par service, et de s'occuper, de gérer les questions sociales, surtout dans les périodes d'inflation comme aujourd'hui. Donc, très sincèrement, j'aimerais vous terminer sur un message tout à fait optimiste. Je ne sais pas, c'est intéressant, en même temps on vit une période intéressante. Ces 2 prochaines années vont être décisives, mais les deux côtés, je pense qu'en France il y a quand même, et pas qu'en France, il y a quand même une réflexion de fond sur le fait que cette idée d'évacuer la question sociale, de uniquement considérer les injustices par des critères aussi restrictifs. Beaucoup de monde est d'accord pour dire que c'est complètement absurde, mais il y a une belle pression, et notamment malheureusement des entreprises allemandes au niveau européen. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile d'être homogène, d'avoir des règles homogènes, les mêmes que les anglo-saxons. Donc le wokisme en entreprise, est-ce que ça va rester uniquement quelques prises, est-ce que ça va rester des groupes de pression qui demanderont ci et ça, et un ensemble qui restera assez raisonnable, ou est-ce qu'on va vraiment arriver à ça, qui est vraiment le cœur du wokisme, c'est-à-dire de vraiment définir chacun en fonction de critères aussi. Les prochaines années le diront, et c'est vrai que
j'ai fait quelques conférences dans les écoles, pas avec les petits, mais les terminales ou les prépas. Et c'est vrai que quand je leur dis, peut-être que vous, on vous demandera votre orientation sexuelle. En fait, ce qui est aussi un peu frappant, c'est qu'eux, ils disent, ça les choque pas non plus, ça les choque pas non plus forcément. Donc voilà, il faut aussi, ça va être une évolution majeure mais qui est en train, voilà, c'est à chacun dans chaque boîte de s'exprimer. Moi, c'est vrai que j'étais assez frappée, peut-être pour terminer là-dessus, en écrivant ce livre, voilà, j'étais plutôt, il y a quelques militants, d'ailleurs moi j'aime bien les gens qui ont la foi, il y a des militants qui sont très woke, on peut plus ou moins discuter avec eux, mais ils sont très minoritaires. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que la majorité des gens comprennent que oui, il y a des injustices, comment lutter contre. Voient ces solutions qui arrivent, qui sont spontanément quand même très faibles, mais il y a une forme de mollesse, de difficulté à s'exprimer de la grande majorité des salariés. Ça, moi, qui m'a peut-être le plus interpellé, c'est, je pense que ces thèses woke, comme la très grande majorité, du moins en France, des gens ils sont opposés, mais il y a quand même toujours la peur de passer pour le rétrograde de service, hein, si on s'exprime, alors que il faut aussi en parler avec nuance et finesse. Et une fois de plus, l'objectif derrière de lutter de justice et de lutter contre les discriminations est évidemment à suivre. Et voilà, donc je pense l'enjeu, c'est peut-être ça. J'imagine, si vous êtes venus là, c'est que le sujet vous interpelle les uns les autres, c'est d'en parler à chaque fois qu'une proposition est faite, d'en parler, de s'exprimer calmement, de voir comment ils répondent. Et puis aussi, moi, quand les boîtes parfois me demandent, j'ai vu pas mal de boîtes qui sont un peu, qui voient ces demandes monter, qui n'ont pas envie d'y aller, mais qui ne savent pas trop comment faire. Je dis, pour être crédible, pour refuser cette segmentation, il faut aussi être très fort sur la lutte, évidemment, contre les discriminations. Vous ne pouvez pas à la fois dire, écoutez, vos propositions, je m'en lave les mains, ça ne m'intéresse pas du tout, si en même temps vous avez vraiment des cas réels de discrimination contre les femmes, les homosexuels, les personnes. Donc, c'est sûr qu'il y a une très grande sensibilité, qui honnêtement est bonne sur ces sujets. Donc voilà, il faut, pour refuser les solutions woke, par contre, il faut y aller, et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un vrai travail de fond, de lutte contre les discriminations. Donc c'est des enquêtes, sinon c'est sûr que vous n'êtes pas du tout crédible de dire vos histoires woke, écoutez, gardez-les pour vous, mais tout se passe. Donc voilà, c'est une exigence qui vient beaucoup des jeunes générations, qui n'est pas simple, mais moi voilà, il y a le sujet, il y a le sujet de la réglementation. Là, pour le coup, à part ceux qui négocient à Bruxelles, on a les uns et les autres pas tellement la main dessus, mais dans les entreprises, je pense que c'est un beau défi quelque part de répondre à cette demande de sens qui vient des jeunes générations, sans tomber dans ces grilles woke qui sont qui sont simplement la façon la plus facile d'y répondre, mais d'accepter le défi, de voir comment en effet l'entreprise peut participer modestement à sa place, à l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment répondre, et il y a et c'est compliqué, hein, je ne dis pas que c'est beaucoup plus compliqué de revoir ces processus de production, de réfléchir, de revoir éventuellement ces critères de rentabilité. C'est beaucoup plus compliqué de mettre en place des quotas, mais quelque part c'est un beau défi qui est posé par cette vague du wokisme. Je vais me permettre de répéter pour que les gens en visio profitent aussi. Donc vous disiez, avec une vision plus économique, pour l'instant, que
D'accord. Donc voilà. Donc Madame nous dit qu'en fait, le wokisme, grosso modo, donne plus de place aux minorités, ce qui correspond au marché de demain, puisque vous dites qu'il y aura 70% en 2000, vous avez dit, donné quelle date? Voilà, qu'à terme, il y aura 70% de personnes issues de minorités. Oui, mais moi ça, de toute façon, il faut regarder la réalité. Oui, la population est de plus en plus diverse, mais moi, je ne crois pas pour autant qu'il faut s'en laver les mains par le wokisme. Il y a un sujet, d'ailleurs, c'est intéressant, les entreprises de recrutement en banlieue. Enfin, il y a des sujets depuis très longtemps, hein, cette question du rôle de l'entreprise dans l'insertion sociale. Oui, évidemment, il y a un sujet, mais je pense qu'il y a mille autres façons de répondre que par rapport à une vision complètement minoritaire, enfin, en mettant chacun dans sa minorité, c'est une vision très anglo-saxonne. Voilà, vous avez chacun dans son couloir. Ça correspond à un monde plus. C'est la vision, voilà, c'est la vision anglo-saxonne, américaine. Je pense qu'on va avoir l'ambition de trouver une réponse européenne et française. Vous savez, pardon. Oui, alors, est-ce que le débat ne serait pas biaisé à Bruxelles en raison du lobbying des GAFAM? Évidemment, il pèse, mais je crois que malheureusement, de ce que j'ai compris, j'ai pu discuter avec les gens qui négocient, ce qui est beaucoup plus simple et un peu dommage, c'est simplement l'idée que les entreprises sont assez contentes, au fond, par ce système de faire des quotas. Vous envoyez un QCM, les gens répondent, et puis hop, c'est bon, vous êtes dans la case entreprise responsable, et qu'il y a pas mal en fait de boîtes, juste ils veulent, on peut les comprendre, hein, la vie est compliquée, minimum d'ennui, et ils se disent au fond, si on peut se sortir de toute cette montagne de trucs ESG par 2 QCM, allons-y. Je dirais que c'est un peu plus basique. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est je résume évidemment hein, des débats très compliqués et très savants. Alors, monsieur avait une vision intéressante. Il nous disait que peut-être les entreprises allaient elles-mêmes, je répète pour nos amis en visio, les entreprises allaient elles-mêmes en fait étouffer le wokisme parce qu'à un moment donné, voilà, leurs intérêts seraient trop divergents. Moi, je pense que vous avez raison. Le pragmatisme, et d'ailleurs, vous voyez une entreprise comme Disney, qui était un peu le parangon de l'entreprise woke américaine, ils ont commencé à perdre un peu, ça a été compliqué, ils ont perdu des parts le cours en bourse a été chahuté.
vous savez, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, leur a enlevé des avantages fiscaux parce qu'il s'était exprimé fort contre sa politique. Bon, ils ont un peu calmé le jeu, parce qu'à un moment donné, il faut quand même s'y retrouver. Donc oui, les entreprises, je pense que le pragmatisme reste fort. Est-ce qu'elles vont... je pense qu'elles naviguent un peu à vue. Est-ce que de là à dire que les entreprises seront... Ils vont adapter. Je pense que les capitalistes digèrent tout, ils s'adaptent, donc ils adapteront. Est-ce que ce seront les entreprises qui arrêteront le wokisme? Pour le coup, je dirais, je ne l'espère pas, parce que je pense qu'il faut quand même une réflexion. Voilà, je préfère qu'il y ait une alternative à une réflexion politique, spirituelle, en réponse, plutôt que ce soit juste le pragmatisme des entreprises. Mais en effet, les consommateurs ne sont pas idiots, et à un moment donné, eux-mêmes, ils arrêtent qu'il y a trop d'incohérences. Et il y a eu plein d'exemples. Vous avez Disney, par exemple, qui était monté très fort contre déjà la Géorgie, parce qu'il avait restreint, qui avait limité justement ses délais d'avortement déjà, et qui en même temps avait filmé Mulan dans le Xi'an, où il était documenté que des femmes musulmanes sont stérilisées de force. Et dans leur film, ils remerciaient la structure du PC de l'État chinois. Bon, là, par exemple, voilà, ils ont d'énormes polémiques. Parce que les gens sont pas idiots. Vous ne pouvez pas d'un côté dire le droit des femmes, plus jamais on filmera en Géorgie, c'est honteux, et en même temps aller distribuer de l'argent dans des endroits où dans les camps, les femmes sont stérilisées. Donc c'était assez... donc il y a un pragmatisme dans l'entreprise, et en ce moment, il y a un retour de bâton. Vous avez la banque là, qui a fait faillite, SVB. Bon, la polémique est un peu grossière. C'est tous les républicains qui se frottent les mains parce que c'était une banque super woke, où ils passaient leur temps à parler que de diversité. Et à un moment donné, il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis en disant la diversité c'est sympa, mais les compétences c'est utile aussi. Donc voilà. Bon, après, c'est facile de dire. Je pense que le problème c'était autre chose. C'était pas que du. Voilà, le problème était plus profond. Oui, je pense que l'entreprise reste avant tout pragmatique. À un moment donné, il faut vivre. Mais moi, je crois que c'est quand même une attaque philosophique. Il faut que ce soit en termes intellectuels que la réponse vienne. Je ne sais pas. Donc, Pascal André, 33. Non, je crois que malheureusement, on doit... Tiens, je vous rends la parole. Ah, d'accord. Merci. Merci Anne de Guigné. Ça nous a beaucoup ouvert l'esprit. Moi, ça m'a donné à beaucoup réfléchir, tout ce que tu nous as partagé. Je vous en partage quelques éléments qui me sont venus à l'esprit. Il y a le vrai sujet de la justice sociale, qui est en amont de toute cette problématique auquel on doit effectivement s'attacher. Et je pense que le grand danger, c'est toujours de vouloir régler les questions de justice sociale par des systèmes tout faits, en particulier celui qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est l'égalitarisme, qu'on pense être la réponse à l'injustice, et en fait, très souvent, ça crée de nouvelles injustices. C'est comment on fait de la justice sociale sans créer de nouvelles injustices en voulant faire de la justice. Ça, c'est très compliqué, et ça demande en tout cas, à mon avis, de sortir de tous les systèmes tout faits et un peu simplistes qui, en général, règlent certains problèmes, mais en créent immédiatement d'autres. Un autre point aussi qui est lié à la dernière question, c'est qu'il y a, il me semble, deux wokismes. Il y en a certainement plusieurs, mais il y a le wokisme dont tu parlais, Anne, de l'entreprise, qui atteint l'entreprise, et puis un wokisme qui est plus culturel, qui passe dans l'éducation aujourd'hui des enfants et des jeunes, et qui a encore d'autres types de conséquences. Je pense en particulier à positionner les personnes dans un extrême subjectivisme, un extrême individualisme qui rend difficile le dialogue entre les personnes, qui rend difficile le rapport avec l'autorité, même la reconnaissance d'une autorité est quelque chose qui est remis en cause, qui rend difficile le dialogue parce que déjà les mots n'ont plus le même sens pour tout le monde, on n'a plus le même bagage, ni le même langage, ni la même culture,
ni les mêmes repères pour pouvoir communiquer. Et ça, ce sera le wokisme. Enfin, les effets du wokisme, de ce wokisme-là, on l'aura dans quelques années, et aussi dans le marché du travail quand cette nouvelle génération arrivera. Et Anne, tu le disais, par exemple, dans le fait que aujourd'hui, un jeune, ça ne lui pose pas spécialement de problème de devoir remplir son orientation sexuelle pour entrer dans la boîte. Ce qui, pour nous semble effectivement aberrant. Pour eux, ce sera rentré dans leur culture, donc ce sera aussi une nouvelle génération. Tu parlais de la résistance dans nos entreprises du CAC et nos dirigeants d'aujourd'hui. Certainement, parce que, j'allais dire, ils sont un peu comme nous, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués woke, et donc, mais dans 10 ans, ils ne sont plus là. Dans 10 ans, ils ne seront plus là, et ce sera d'autres qui, eux, arriveront avec un autre background intellectuel, culturel, et donc qui auront leur impact avec ce qu'ils sont. En tout cas, moi, ce que je retiens par rapport à ton analyse de la position de l'Europe par rapport aux Américains et de ce capitalisme responsable, capitalisme social à l'européenne, qui effectivement a des fondements chrétiens indéniables. Je pense que le wokisme est vraiment un aiguillon qui nous pousse aujourd'hui à aller refonder ce capitalisme, peut-être plus profondément parce qu'on en a perdu un peu les fondements chrétiens. Et donc, je me dis, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à aller puiser dans cette doctrine sociale de l'Église pour faire réémerger ces principes les plus fondamentaux qui peuvent éclairer justement un discernement, parce qu'on voit bien que face à cette culture woke qui arrive, j'allais dire, un peu comme une vague, on a peu d'arguments, juste à part dire qu'on est surpris et que ça ne correspond pas beaucoup à nos manières de penser. L'argumentaire en face, il est assez pauvre et il faut qu'on le nourrisse. Et certainement, il y a quelque chose à aller puiser dans la doctrine sociale de l'Église, en tout cas pour le monde de l'entreprise, c'est certain. Et je pense en particulier pour le monde de la finance, parce que inévitablement, la finance, je pense en particulier aux fonds d'investissement, aux grands fonds d'investissement, ils vont être des véhicules, j'allais dire presque des mules, vous voyez, de cette culture woke. Ils vont transporter ça dans leurs critères, qu'ils le veuillent ou non, mais surtout parce que les fonds américains vont être de plus en plus investis en Europe, parce qu'on met beaucoup de restrictions sur les investissements en Europe avec la nouvelle taxonomie. Donc il faudra il y aura plein de domaines, secteurs d'activité qui ne pourront plus être financés qui auront plus de peine à être financés par de l'argent européen. Donc les fonds américains viendront, et ils viendront avec ça dans leur bagage. Et donc c'est un bel aiguillon, je trouve. Ça nous oblige à travailler et aller plus loin encore sur l'éthique de la finance, de l'investissement, un investissement intégral, inspiré par la doctrine sociale de l'Église. Je pense que le contexte actuel nous montre que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Et donc, il y a du travail. Merci Anne de nous avoir introduit à cette réflexion. Je pense qu'elle va rester très actuelle dans notre esprit. Je vous encourage soit à réécouter cette conférence, vous la trouverez sur le site proclero.com dans quelques jours, sur le site aussi de Radio Notre-Dame. Je vous encourage surtout à acheter et à lire le livre d'Anne de Guigné sur le capitalisme woke, édité à la Cité. Je vous encourage aussi à d'autres lectures, tant qu'à faire. Je vous rappelle qu'il a été publié en juillet dernier La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous le trouvez aussi dans toutes les librairies ou sur le site des éditions Salvator. Je vous invite aussi à lire Mensur Bonam, le document sorti en novembre dernier par l'Académie pontificale des sciences sociales sur les critères éthiques d'investissement financier. Toujours les cahiers pro persona, il en sort un par mois. Vous les trouvez sur le site propersona.fr. Et je termine en vous annonçant notre prochain rendez-vous qui aura lieu le mardi 6 juin
pour la deuxième journée de la finance intégrale qui aura lieu de 14h30 à 22h30 au Théâtre de la Madeleine, dans le 8e, à quelques pas d'ici. Nous étions 200 à la première journée de la finance intégrale. Nous espérons être encore plus nombreux cette année. Cette journée se déroulera en 4 temps. Un premier temps à 15h, où nous aborderons autour d'une table ronde le thème suivant, les critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, et la doctrine sociale de l'Église. Est-ce compatible? Jusqu'où? Donc un vrai sujet. Ce sera aussi l'occasion de partager le gros travail de réflexion et d'élaboration qui est en cours sur ce thème et qui est un enjeu évidemment primordial pour la finance intégrale. Ça, c'est le premier temps à 15h. Le deuxième temps à 17h, ce sera un temps plus cadencé, plus rythmé, plus dynamique, avec de nombreux intervenants. Et on pourrait donner comme titre à ce temps « La finance intégrale, quoi de neuf ?» Vous pourrez ainsi prendre la mesure de tout ce qui bouge et de tout ce qui avance en ce moment depuis la dernière journée de la finance intégrale. Troisième temps, très sympathique, un bon buffet bien franchouillard pour faire connaissance, se rencontrer et partager. Et il y aura un quatrième temps à 20h, la soirée, donc avec un grand intervenant qui sera suivi d'une table ronde avec des personnalités de premier plan. Et le thème, ce sera « Quelles leçons tirer des crises à répétition? Comment orienter la finance à l'avenir ?» Donc vous allez recevoir prochainement une invitation pour cette deuxième journée de la finance intégrale. N'hésitez pas à la faire tourner sur vos réseaux. Le Théâtre de la Madeleine est grand, donc il y a de la place. Grande joie de vous retrouver le 6 juin à 14h, de 14h30 à 22h30 pour cette deuxième journée de la finance intégrale. Merci encore infiniment à Anne de Guigné de nous avoir beaucoup ouvert l'esprit et donné à réfléchir ce matin. Et merci à vous tous pour votre fidélité, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en webconférence. Bonne journée à chacune et à chacun et au 6 juin. Merci.